Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous écoutez La Vie publique et aujourd'hui on va s'attaquer à une question plus philosophique que technique. Est-ce que la lutte pour le climat est la cause d'une minorité? On va plutôt s'intéresser à savoir si c'est une cause purement étatique, gouvernementale, ou si c'est plutôt une cause des masses. Pour ça, j'ai mon invité Alexandre. Bonjour. Et ensemble, on va discuter de ce sujet avec, comme vous le savez, 2 minutes de discours par personne et 40 à 45 minutes de discussion. Sans plus tarder, Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es? Bien oui, du coup je suis Alexandre, ancien étudiant, récemment diplômé D'accord. en tant qu'ingénieur généraliste. Eh ben, félicitations. Merci. Écoute, sans plus tarder, je te propose de passer à la session de discours. Comme d'habitude, c'est moi qui vais commencer, comme ça tu pourras éventuellement reprendre des points de mon argumentation à ton avantage. Est-ce que ça te convient? C'est parfait. Nickel. Dans ce cas-là, c'est parti. Est-ce que éteindre les lumières, c'est pas juste une goutte d'eau dans l'océan? C'est une question que j'ai entendue plusieurs fois assez récemment, notamment avec la politique gouvernementale qui est de limiter notre consommation d'énergie pour cet hiver. En l'occurrence, ici, ça se fait dans un contexte plus global avec, on va appeler ça une crise énergétique qui risque de nous tomber dessus cet hiver. Mais en temps normal, ça reste une question qu'on entend assez souvent lorsqu'il s'agit d'agir pour le climat. On entend souvent le gouvernement demander aux Français et aux Françaises de limiter leur pollution, de recycler, on va dire, d'être incités à faire des gestes de tous les jours. Certains sont d'avis que il nous faut une politique gouvernementale et économique, et ils ont tout à fait raison. C'est quelque chose auquel on ne peut pas couper. Cependant, lorsqu'on ajoute 66 millions de gouttes d'eau, au final, on se retrouve avec une quantité assez conséquente. Alors, oui, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça doit être que les ménages qui doivent le faire, mais par exemple, aujourd'hui, à l'approche de Noël, on a de plus en plus de personnes qui se tournent vers du matériel d'occasion ou du reconditionné pour offrir des cadeaux à leurs proches, leurs enfants. Et non seulement ils sont ravis parce que ça leur coûte moins cher, mais en plus ça permet de limiter notre consommation de ressources, que ce soit des ressources polluantes comme le plastique ou des ressources qui sont finies, comme par exemple les terres rares dans le cas de l'électronique. Donc même si la lutte pour le climat a besoin d'une réelle impulsion de la part des gouvernements, les petits gestes du quotidien ont un réel impact bénéfique. À toi l'honneur. Merci. Déjà je voudrais dire que je suis complètement d'accord quand même avec ce que tu viens de dire. Et que oui, effectivement, toute cette problématique liée, on va dire, à l'environnement, en fait, elles sont justement liées à tous les secteurs. Donc que ce soit, je sais pas, la santé, le transport, l'énergie, etc. Et qu'en fait, il faut effectivement considérer, on va dire, l'environnement, on va dire, dans un aspect un peu général, il appartient tout simplement à tout le monde et qu'il faut justement essayer de le préserver. Et pour cela, en fait, on a justement tous ces gouvernements qui sont, on va dire, les principaux, enfin, qui devraient en tout cas être les principaux acteurs pour cette lutte. Et le problème, on va dire, c'est que ça prend du temps. Et d'un côté, c'est normal parce que y a effectivement beaucoup de choses à gérer. Par exemple, cas assez récent, enfin, dans l'actualité, tout ce qui est lié à la guerre avec En Ukraine. Et en fait, il y a énormément, on va dire, de sujets, sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
ce sujet est présent partout. Donc que justement, comme elle a pu le dire Yvan, on se fait des cadeaux pour Noël, pas forcément acheter du neuf et peut-être se concentrer sur de l'occasion. Et pour limiter justement, on va dire, cette production massive qu'on fait depuis des générations, et on va dire limiter toutes ces choses-là. Et justement, le but en fait est de vraiment faire des actions, on va dire, pour le climat, donc à travers énormément de choses qui ont été par exemple signées par tout ce qui est gouvernement, des conventions pour le climat, et voilà, donc réaliser, on va dire, des actions pour faire une bonne gestion de tout ce qui est lié à l'environnement, biodiversité, gestion de l'eau, des matériaux, et arriver à justement une espèce de sobriété énergétique ou même de consommation, tout simplement. Donc voilà. Je sais pas si D'accord. j'ai totalement répondu à la question, mais j'ai fait de mon C'est un mieux. bon début, c'est un bon début en tout cas. Alors moi j'aimerais simplement donc t'as pris un peu de sujets d'actualité et j'aimerais en profiter donc pour souligner le fait que au moment où on enregistre ce podcast, on est théoriquement sur les derniers jours de la COP27 en Égypte, et il s'avère que l'un des gros points de contention qui limite l'arrivée à un accord, c'est justement un fonds d'investissement pour rembourser les dommages causés par le dérèglement climatique chez les pays les plus pauvres. C'est quelque chose dont on avait entendu parler dans des COP précédentes, et en l'occurrence, l'idée c'est que les pays les plus riches qui ont pollué par le passé puissent rembourser les dommages qui sont causés par les conséquences de leurs actions auprès des pays les plus pauvres qui n'en ont pas forcément les moyens. Par exemple, comme les îles Tuvalu, qui sont aux prises de cyclones et de la montée des eaux, pour que ces derniers puissent mettre en place des solutions pour éviter leur disparition. J'avoue, j'ai pas totalement suivi. Est-ce que c'est principalement sur les conséquences ou juste le fait que, on va dire, tous les pays développés ont créé un espèce de déséquilibre parce qu'ils ont bien plus produit à l'époque, Alors, et que maintenant les pays en voie de développement ont du mal, on va dire, ils peuvent pas se développer de la même façon? Alors moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était un peu les deux. D'un côté, il y a le fait que donc du coup les pays du Nord sont plus riches que les pays du Sud. Quand on dit du Nord, hein, c'est du Nord entre guillemets géopolitique, pas vraiment géographique. Donc c'est-à-dire qu'il faut entendre les pays développés. Moi j'ai cru comprendre que c'était principalement du fait que comme c'est eux qui ont pollué pendant les 2 derniers siècles, il est légitime que ce soit eux qui réparent justement les dommages qui sont causés auprès des nations les plus pauvres qui n'avaient pas le niveau de développement pour polluer à ce point. Et alors du coup ça pose aussi d'autres questions, hein, bien sûr, notamment à savoir si les pays en voie de développement, donc les BRICS, doivent être inclus là-dedans. Il y avait la question qui était posée à un président africain, je me demande si c'est pas du Sénégal, et le monsieur disait évidemment pour nous ces pays-là sont riches parce qu'ils ont des moyens qu'on n'a pas nous ici, mais historiquement est-ce que c'est eux qui ont pollué? La question c'est pas à lui de répondre, en tout cas c'est ce qu'il disait. Et c'est vrai que c'est une question qui est soulevée parce que la COP en l'occurrence, c'est censé être les États ensemble qui travaillent pour limiter les effets du dérèglement climatique. Et donc c'est assez intéressant de voir que d'un côté, il y a cette dynamique de les États doivent faire quelque chose, mais de l'autre côté, par exemple, si on regarde dans notre politique intérieure, notre État a été condamné pour inaction climatique par la justice, Oui. et ça montre que l'État soit n'en a pas fait assez, peut-être par manque de moyens, peut-être par manque de volonté, mais ça montre que ça pêche en politique intérieure.
Alors maintenant, si on se retourne vers la politique intérieure, et à qui la faute? Est-ce que c'est nous, citoyens, qui devons nous, entre guillemets, nous sortir les doigts du cul, ou est-ce que c'est le travail de nos gouvernants, des entreprises, de l'économie de manière générale? Voilà. De toute façon, c'est clair que tout le monde doit et a on va dire sa part de choses à faire pour dire, c'est pas régler améliorer le les problème, choses. mais améliorer, Ouais. exactement, améliorer les choses. Et en fait, ça commence forcément par, on va dire, pour moi, ça commence par le gouvernement. Hein. Oui. C'est la preuve, ils ont pas, enfin, d'un côté, ils n'ont pas assez fait. C'est pour ça la France a été condamnée. Et c'est la preuve qu'ils ne font pas assez. C'est aussi qu'il y a énormément d'ONG ou d'associations qui se créent. Oui, c'est vrai. Justement parce que les gens ont besoin de représentation à petite échelle. Oui, je suis d'accord. On va dire les gouvernements sont peut-être moins impactés. Enfin, moins impactés. Ce que je veux dire, c'est qu'ils prennent moins la mesure des choses, peut-être? Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand ils seront, on va dire, touchés directement. Souvent, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. C'est à partir du moment où les gens sont touchés directement que la réaction est plus, on va dire, plus forte ou essayer d'améliorer les choses bien plus vite. Mais c'est un peu ça le problème, et ça a toujours été un peu comme ça. Mais donc si je lis un peu entre les lignes, pour toi, si ça touche pas à l'économie, le gouvernement n'agira pas tout de suite? Je pense que oui, même si techniquement ça agit déjà. D'accord. Dessus, la preuve, que ce soit économique, justement, déjà, oui, ce qui est prix de l'énergie, ça sera pour, comme tu as pu en parler dans ton introduction, le fait qu'on va probablement, dans certaines régions en France, être coupé d'électricité. Oui. Pendant l'hiver, quoi. Oui. Et oui, donc pour moi, c'est un peu à eux de régler. Commencer, même pas commencer, vraiment agir. Oui. Commencer, sinon ce serait un peu tard. Et d'arrêter, c'est surtout d'arrêter de faire des plans sur, on va dire, de la courte durée, même si là, d'accord. Oui. Dernièrement, ils ont, on va dire, engagé le fait de créer de nouvelles centrales nucléaires, comme tu as pu en parler avec Damien. Oui, exactement. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à vous tourner vers l'épisode 2 du podcast, sur lequel on parle de l'avenir du nucléaire en France. Voilà. Je te laisse continuer. Ou non, ok. à peu près... Ok, non, oui. Non, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est que tu as raison, c'est qu'il y a une espèce de déséquilibre un déséquilibre international, et que du coup, il y a les pays qui essayent de se développer, et que du coup, c'est sûr qu'ils peuvent pas prendre les mêmes voies que évidemment les pays comme la France ont pu prendre pour se développer. Et pour moi, ils ont quand même leur mot à dire, forcément, quand tu disais justement que c'est pas quand tu reprenais les mots du président du Sénégal. Alors après on vérifiera l'information. Je suis pas sûr que c'est encore le président du Sénégal, je mettrai ça en description. Mais pour moi, ils ont quand même leur mot à dire, justement pour que tout le monde soit impliqué. En fait, le but le but c'est justement que tout le monde soit impliqué et puisse prendre des décisions ensemble, et pas chacun de son côté. D'accord. On a une planète, c'est tout le monde ensemble, on est dans un bateau. Tout le monde dans la même planète, ouais. Oui, c'est un truc qui revient assez souvent. Et du coup, moi, je comprends ce que tu dis, et je vais revenir sur le fait que de plus en plus d'associations, notamment en France, se mettent à, entre guillemets, pointer du doigt le manque d'ambition des politiques françaises en matière d'environnement. Récemment, en septembre, il y a eu donc un événement caritatif organisé par des streamers, donc que les plus jeunes parmi nos auditeurs peuvent connaître, qui est le Z-Event, qui a notamment fait parler de lui
Un, pour son record de financement, et deux, pour un coup de gueule de Monsieur Antoine Daniel, qui, alors je passerai le détail et je vous inviterai à vous renseigner dessus, mais en substance, ce qu'il disait, c'est que il ne serait pas en train de faire ça, d'essayer de récolter autant d'argent, si l'État avait été plus ambitieux, peut-être plus compétent, Avait peut-être fait plus, avait fait actions, plus auparavant. À savoir que, je rappelle peut-être pour les plus jeunes auditeurs, que un discours célèbre prononcé par Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg disait que notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et malheureusement, on est forcé de constater qu'il avait raison et que 20 ans plus tard, les flammes ont dévoré le pays duquel il a été président pendant 13 ans. Donc, il y a des choses à faire. C'est indéniable. À savoir si ça doit être l'apanage du gouvernement, c'est une question assez épineuse parce que en France, en tout cas, on élit un nouveau président tous les 5 ans et un nouveau gouvernement. Donc, quand je dis gouvernement, c'est-à-dire des nouveaux ministres. On les élit pas, mais à travers le président, on élit un nouveau gouvernement. Et on élit des députés aussi au même moment, donc tous les 5 ans. Étant donné que ces personnes sont vouées à avoir des opinions politiques différentes, est-ce que c'est vraiment intelligent de se reposer uniquement sur nos gouvernants pour ça, ou est-ce que il ne faudrait pas prendre les choses en main, en tout cas à l'échelle locale, là où on voit qu'il y a plus, entre guillemets, de moyens mis en œuvre, je veux dire de manière concrète, hein, pas juste de l'incitation à travers des subventions et autres, mais vraiment par des actions. Par exemple, dans la métropole du Grand Lyon, la pollution et les allergies sont un gros problème, à savoir que la pollution aggrave les phénomènes d'allergie qui sont déjà assez poussés dans la métropole. Et donc du coup, ils essayent de pousser au maximum les solutions de transport en commun, etc., pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est des choses qui sont concrètes, qui peuvent fonctionner. Donc moi, ça me pousse à me demander si au final le gouvernement n'est pas un peu trop gros comme structure pour pouvoir efficacement s'occuper de ce genre de problème. Ah oui, c'est sûr. En fait, de toute façon, c'est déjà pour la mise en place de mesures, ça prend du temps. Et oui, tu as raison. En fait, dans tous les cas, localement, il faut que ça se démocratise, on va dire au plus vite. Comme tu disais, au Grand Lyon, j'ai pu voir qu'il y a même ils ont mis en place des composteurs, on va dire, de proximité. Oui. Où, on va dire, chaque habitant peut avoir son propre compost et après, on va dire le mettre dans une cuve à compost. Oui, c'est ça. Je sais pas exactement ce qu'ils en font après exactement, mais déjà c'est clairement une action concrète. Oui. Et je pense que ça va de toute façon se démocratiser tout d'abord dans les grandes villes, je pense. Et ouais, tu penses, ok. Où chacun peut aussi agir on va dire de son propre chef, d'avoir un chez soi. C'est pas forcément évident d'être bien, on va dire, renseigné sur le sujet, ou faut déjà avoir une bonne idée sur ce que tu fais. Ouais, je comprends ce que tu dis, et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit avec notre entourage, c'est pas évident de faire changer les mentalités, les habitudes, parce que, en tout cas en particulier quand on parle par exemple à nos parents, à des personnes un peu plus anciennes que nous, qui ont déjà leurs habitudes, qui ont vécu pendant 50 ans comme ça, et ils disent que ça va très bien.
mais on peut quand même remarquer que petit à petit, il y a des choses qui rentrent dans les mœurs. Par exemple, à titre personnel, je sais que mes parents, cette année, c'est du reconditionné. Je sais que quand ils veulent quelque chose d'électronique, en tout cas, ils sont moins réticents à se tourner vers du reconditionné parce qu'ils ont remarqué que en fait, ça marche plutôt bien, c'est de la qualité, je le paye moins cher. Et j'ai l'impression que globalement, il y a une prise de conscience que, en fait, faire des choses. C'est faire mieux de des choses, réparer que de voilà. renouveler, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Plutôt que d'acheter du neuf, ça marche aussi bien. Tout à l'heure à la radio, j'entendais une dame qui disait moi, mes enfants, ils veulent des Lego et des Playmobil. Vu le prix du neuf, ils en auront 2 comme ça pour Noël en d'occasion. Et je me dis, mais en fait, Ça change rien. ouais, voilà, ces personnes-là, ça leur change rien. Et c'est ce qu'elle disait en plus. Moi, ça me change rien. Enfin, si, ça me change une chose, je fais des économies. Ouais. Et c'est ça qui d'un côté, me donne un peu d'espoir, c'est que on se rend compte que les choses qui sont bonnes pour l'environnement ont tendance à coûter moins cher. En tout cas, quand on part sur des produits à haute valeur ajoutée, électronique, électroménager, Après, etc. ça dépend. D'un côté, c'est bien parce que justement, ils évitent la production, on va dire, de nouveaux Lego. Ouais. Et d'autre côté, en fait, là, c'est l'aspect essentiellement économique qui parle. Bah oui. Et bon, Et pas tant d'un une côté, conscience heureusement que c'est écologique. moins cher, hein, mais Ouais. le problème, c'est que beaucoup de solutions sont choisies vis-à-vis du critère économique. Oui. Et le problème, c'est que ça devrait pas être le cas. Ou forcément un petit peu, parce que dans tous les cas, parce que le monde fonctionne comme ça. Mais Oui. ça peut pas être essentiellement le cas, en tout cas. Donc tu penses qu'un changement, entre guillemets, d'état d'esprit est nécessaire auprès du grand public? Je sais pas comment répondre. Non, mais il n'y a pas de souci, il y a peut-être pas besoin de réponse, ça peut simplement être une question qu'on laisse en suspens comme ça pour que chacun puisse trouver la réponse un jour, hein, mais parce que de plus en plus, en tout cas dans les partis qui ont fait de l'écologie un de leurs chevaux de bataille en politique, on retrouve des volontés de changer le système. Alors ça a tendance à faire peur à certains et à, on va dire, galvaniser d'autres. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était une question intéressante à poser, mais si on n'est pas prêt à répondre, on peut laisser ça en suspens. Le truc, c'est que en fait, il faudrait avoir une vision claire de ce qu'on... De ce qu'on veut. Ouais. C'est-à-dire, vas-y, dis-moi. Je veux dire, là, on va dire tout est tourné très... j'allais dire tout autour de l'argent, c'est un peu mal dit, mais... Ok, oui, on est dans un système capitaliste qui est plutôt tourné vers... où la croissance, où le progrès se mesure par une croissance économique. Par le PIB, et du coup, c'est pas... Voilà. Je sais pas si c'est... En tout cas, c'est sûrement pas la bonne solution pour l'instant, enfin on va dire pas pour sauver la planète, mais c'est un peu le cas. Oui, on peut le dire. On peut dire ça, oui. Mais en fait, il faut pouvoir adopter, on va dire, soit une espèce de scénario pour qui puisse permettre à tout le monde de vivre sans faire du mal, on va dire, à l'environnement ou même à la planète, tout simplement. Ouais. Et on va dire il y a plusieurs possibilités. C'est soit on espère trouver des technologies qui pourront, on va dire, tous nous sauver d'un côté. D'accord. Soit on essaye on va dire, c'est déconstruire un peu ce qu'on a déjà fait et être justement dans cette espèce de sobriété et consommer moins. D'accord. Donc on va dire il y a plusieurs solutions. Et ce qui est bien, c'est que dès qu'il y a quand même on a du choix, c'est juste qu'on peut pas rester dans ce qu'on fait actuellement. D'accord, oui, c'est pas soutenable.
Et du coup, alors je me pose la question, hein, toi, à titre personnel, de quel côté tu catégoriserais on va dire notre gouvernement, plutôt vers les technologies miraculeuses ou plutôt vers la sobriété? Parce que on a un président de la République qui est plutôt libéral et donc du coup qui se tourne plutôt vers les entreprises et l'innovation qu'elles peuvent apporter. Alors qu'on remarque notamment par exemple dans des discours. Oui, c'est ça. Le discours n'est pas le même que ce qui se passerait réellement. Ouais. Comme ils disent, ils prônent la sobriété énergétique. Oui. C'est souvent ça. Oui. Et en fait, dans tous les cas, je pense pour l'instant, on va toujours produire avoir des demandes toujours plus grandes d'énergie. Mm-hmm. Et du coup, on peut pas. Là, le problème, c'est qu'on peut pas baisser justement cette production qu'on a. Oui, exactement. Donc, tout ce qu'on disait tout à l'heure, d'améliorer, d'augmenter, on va dire, notre capacité de production énergétique. Oui, au bout d'un moment, on arrivera à une limite, oui. Pas forcément à court terme, mais à long terme, voire très long terme. Donc, oui. Ça se situe entre un entre-deux. Dans tous les cas, on pourra pas baisser. En tout cas, pas dans les années qui arrivent. On va dire 5-10 ans. Ça sera plus long, c'est sûr. Oui. Pour que ça fasse une vraie décroissance de notre côté. Ouais, carrément, tu penses qu'une décroissance... je pense qu'on va juste, à un moment, j'espère d'un côté qu'on va se stabiliser. Je pense que c'est le genre de choses qui devra arriver, parce qu'en fait, sinon, ça sera toujours de la production de masse, quoi. Donc il faudrait... donc à ton avis, il est préférable de, entre guillemets, limiter la production, mais d'avoir simplement le nécessaire et après on verra. Ouais, je sais pas. Alors peut-être que je m'exprime mal, hein, mais parce que mon point de vue de la stratégie du gouvernement pour le moment avec son plan de sobriété, c'est qu'en fait ils se sont... j'ai l'impression que la préoccupation principale de ça, c'est pas tant l'environnement que l'aspect économique, avec le fait que il y aura des blackouts parce qu'on consomme trop, etc., etc. Et j'ai l'impression que ce qui a réveillé en tout cas le gouvernement cette année, ça n'a pas été tant les feux, les manques d'eau, alors je ne sais plus, possiblement les habitations qui ont brûlé, plus que on n'aura pas assez d'électricité cet hiver, donc on ne pourra pas produire autant, de se chauffer, etc. J'ai l'impression que ça vient plutôt d'un souci de confort plutôt que d'un réel souci. La preuve qu'ils sont directement impactés, et du coup que ça. Ouais. Oui, donc ce serait malgré eux en fait qui font ces démarches. Oui, le truc c'est qu'on est obligé en fait dans un, on va dire, futur proche, lointain de. Je sais pas comment le dire exactement. Dis-le et on essaiera de le rephraser, c'est pas très grave. Ouais, parce que là on parle surtout, on va dire, énergie, mais en fait ça oui, c'est plus large. Oui, c'est ça, c'est plus large, c'est que d'un côté, pour venir du climat, c'est tout ce qui est matériaux, tout ce qui est même environnement, que ce soit biodiversité, etc. Ou même du coup justement comme on a pu parler aussi des problèmes d'eau, en fait ça sera de plus en plus... Oui, avec le réchauffement ça va arriver de plus en plus souvent. Ça va être dramatique. Même cet été, il y a eu des villages qui n'ont pas eu accès à l'eau courante. Je vous dis même pas l'eau potable, je vous dis toute l'eau, hein, absolument toute. C'était des camions-citernes qui devaient venir approvisionner la ville en eau. Et soyons tout à fait honnête, c'est pas soutenable. D'accord. Donc oui. Et alors moi, il y a un truc
auquel j'ai pas mal réfléchi du coup ces derniers temps, c'est le développement durable. Parce que je me pose la question de savoir si c'est, entre guillemets, ce serait un réel changement de société, ou si ce serait simplement une adaptation du modèle qu'on a actuellement. Parce que je trouve le principe, en tout cas la théorie, assez intéressante. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, le développement durable, c'est le principe de se développer selon 3 axes, écologique, social et économique. Donc l'aspect écologique, vous l'aurez deviné, c'est d'avoir des choses qui sont plus respectueuses de l'environnement, que ce soit la biodiversité, la consommation d'électricité, la consommation en eau, ou simplement les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a l'aspect social, donc de promouvoir l'égalité entre tous, d'améliorer les conditions de vie de chacun et de créer une société un peu plus homogène et on va dire ouais, non, je vais m'arrêter homogène parce que j'arriverai pas à trouver plus. Et enfin, l'aspect économique, donc de quand même promouvoir une forme de progrès économique, technique, comme on l'entendait, ou plutôt comme on l'entend aujourd'hui. Sauf que la question qui se pose, c'est si on veut mesurer le développement durable, quels seraient nos indicateurs pour ça? Qu'est-ce qu'on mettrait en place? Parce que j'ai cru comprendre que en fait, le développement durable, maintenant, les gens se servaient un peu comme d'un terme fourre-tout, et on entend des gens le balancer. Il y a des choses qui sont faites de manière concrète, selon tout à fait d'accord, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, j'ai l'impression, a perdu un peu de sa superbe comparé à quelques années auparavant, où c'était un petit peu partout. On l'entendait assez souvent. Je me souviens, quand j'étais au lycée, on en parlait régulièrement, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu tombé en désuétude. Donc, je voudrais avoir ton avis sur est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est simplement quelque chose de théorique, ou est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans le concret, est mis en œuvre? Je pense que c'est quand même un peu enfin, c'est vrai que la définition c'est un peu perdu du terme développement durable, mais Oui. en fait c'est sûr que dans tous les cas il va falloir s'adapter. En fait, le but, c'est d'atteindre un peu cet équilibre. On va essayer de chercher entre justement, on va dire, c'est ça, social, économique et durable. Et Enfin, environnemental, et ouais, écologique. Je sais pas, ouais. Et dans tous les cas, c'est sûr qu'en fait, on va forcément s'adapter au fur et à mesure. On va devoir, je sais pas, faire des modifications sur on va dire, notre routine. Bien sûr. Et ça sera, enfin, il y aura pas à part grosse obligation, on va dire très gros problème, il n'y aura pas une coupure entre l'avant-après. D'accord. Oui, ce serait vraiment une transition plus qu'une révolution. Pour moi, ce sera forcément... Enfin, on n'aura pas le choix de faire une transition de ce style-là. D'accord. Tout le monde s'habitue à ce on va dire, là, d'avoir tout à proximité, par exemple, de pouvoir commander et recevoir ce qu'on a commandé 2 jours après. Oui. Et le truc, c'est que ça se fera pas en 1 an, quoi. Ah non, bien sûr. Mais c'est sûr, mais je veux dire, ça sera pas non plus, ça se fera pas par coupure, quoi. C'est vraiment, ça sera au fur et à mesure par différentes actions. Enfin, en tout cas, je le vois comme ça. Après. Ah mais moi je l'entends. Le but, c'est pas, on n'a pas la science infuse. Hein. Le but c'est vraiment de donner notre avis, parce qu'en plus on parle d'un concept assez flou. Oui. On voit ça je sais pas, d'ici 2050, quand on aura atteint la. Espérons-le. Oui. Non, mais je veux dire, oui, quand on aura atteint le fait justement la neutralité carbone, par exemple. Oui.
c'est un peu, oui, c'est ça, c'est une vision un peu lointaine, Mhm. et c'est juste bah, tout ce- on va dire, toute une liste de choses à mettre en place pour l'atteindre. Oui, d'accord. Et justement, c'est justement c'est cette transition-là qu'on doit. On doit mettre en place. Exactement. D'accord. Et donc pour en revenir un petit peu au gouvernement, pendant son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait mis en place comment il appelait ça? Un référendum d'initiative. Non, ça, c'est pas ça. Et elle a mis en place dans les villes un espèce de grand débat pour discuter notamment de l'écologie. Et ces personnes étaient venues avec un plan d'action, avec des mesures à mettre en place pour l'écologie. Et l'initiative a été bien accueillie. Malheureusement, il y a eu, on va dire, un petit couac au moment de l'exécution où les participants et d'ailleurs on a entendu certains Français notamment se plaindre que les actions proposées auraient dû toutes être mises en place parce que l'État s'était engagé à les mettre en place et il avait entre guillemets fait du cherry picking des mesures à mettre en place. On pensera notamment à la plus connue qui est la limitation à 110 km/h sur l'autoroute, qui avait beaucoup fait discuter à l'époque. Et aujourd'hui, on remarque qu'apparemment une soixantaine de % des Français, il me semble que c'est 68% si je dis pas de bêtises, qui seraient favorables à cette mesure. Donc, est-ce qu'il faut mettre plus d'initiatives comme ça en route, ou est-ce que du fait que celle-ci a été un petit peu malmenée au moment de l'exécution est une preuve que ce genre de choses ne fonctionnera pas nécessairement, en tout cas à l'échelle D'un pays déjà. Du pays, oui. Je pense que en fait, faudra forcément passer par là. Le truc, c'est que il y aura toujours des personnes qui sont, on va dire, contre les mesures, qu'elles soient bien argumentées ou non. D'accord. Et que, en fait, je pense que justement, c'est une bonne chose de continuer de prouver que en fait, rouler à 110, ça pollue moins que le faire à 130. Et même s'il y a une perte de temps on va dire, une petite perte de temps même sur des trajets très longs, en fait ça vaut le coup. Ça vaut le coup, oui, tout simplement. D'accord. Ok. Moi, il y a un truc qui me taraude depuis un petit moment. Parce que à cette époque-là, je prenais régulièrement le train. Et j'ai l'impression, en tout cas en matière de transport, que le train n'est pas vraiment la priorité actuellement. J'aimerais savoir si ce que tu penses du réseau ferré français, notamment parce que c'est l'une des solutions les moins polluantes pour transporter beaucoup de monde rapidement d'un point A à un point B. Et voilà, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Je pense que même si on se plaint beaucoup, en tout cas du réseau ferroviaire français, en fait, il est comparé si on le compare à d'autres pays, en fait, il est tellement fourni, on peut vraiment aller. Bon, on va dire le seul souci d'un côté, c'est qu'il faut aller forcément par Paris pour aller dans toutes les régions de France. Mais en fait, justement, il a été, on va dire, quand même bien pensé. Et en fait, bien qu'il y ait quelques retards par moment. D'accord. Oui. C'est pas, en fait, c'est on va dire, c'est tout simplement le meilleur moyen de transport en France.
surtout en termes de pollution, tout simplement. Oui, parce que nous, on a un mix énergétique qui est très décarboné. Oui. Donc, Ok, c'est intéressant ça. avec le mix énergétique français, en fait, c'est la meilleure solution qu'on puisse adopter pour se déplacer. Et en plus, c'est à peu près en vrai, niveau même en émission. Là, j'ai par exemple une infographie qu'on peut retrouver par exemple sur impactco2.fr, simplement. D'accord. Où en fait, qui correspond à 1 km en voiture d'émissions de Oui. CO2, ça correspond à 112 km en TGV. Donc, Ah ouais, il n'y a pas photo en fait. voilà. Juste pour dire ouais. que en fait, le fait de... Ah c'est ouf, j'avais pas cette ordre de grandeur en tête. Genre, pour moi, c'était évident que c'était mieux, mais à ce point, c'est fou. Juste Impact CO2, justement, ce site, c'est un site qui est réalisé avec l'ADEME. D'accord. Ah ouais, ok, donc c'est sérieux. Donc ça permet de se rendre compte, et là c'est pas là je parle juste de l'aspect transport, mais il y a pas mal de choses. Vraiment, ça permet de découvrir un peu tous nos gestes, tout ce qu'on... rien que le fait de prendre d'utiliser par exemple prendre du reconditionné ou non. Oui. Ce genre de choses, que ça soit par exemple pour des outils numériques ou des comme par exemple des téléphones ou ordinateurs, ou même des vêtements. Voir justement la différence et voir un peu l'impact justement à la production, ou même on va dire quand on l'utilise. Ouais, de plutôt penser à la durée de vie du produit plutôt que simplement à sa production. Donc ça prend un peu tout. Ok. Ça permet de faire des comparateurs. Donc ah ouais, non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ok. Et je le mettrai, je mettrai le lien en description. Il suffit que tu me l'envoies et je l'ajouterai. Ok, non, c'est vachement bien. C'est drôlement utile ça en vrai. Donc, est-ce que tu seras d'accord pour dire que on s'oriente plutôt vers oui, le gouvernement a des choses à faire, mais heureusement, nous ne sommes pas impuissants à notre échelle. Je pense que oui, chacun a quand même sa petite part, sa petite brique à poser pour agir. Ok, parfait. Ok. Oui, que ça soit en plus dans tous les domaines. Rien que là, acheter du reconditionné, se déplacer, bien choisir son moyen de transport, que ce soit pour des longues distances ou petites distances. En ville, utiliser son vélo ou à pied est Bien facile, sûr. ou même tout simplement des transports en commun, c'est déjà mieux que prendre sa voiture tout seul. Oui, c'est sûr. Et donc, dans tout, en fait, même si à notre échelle, on a l'impression que ça fait pas grand-chose d'un côté. En fait, ça compte. Et juste le fait que ça compte, c'est important. On en revient à la goutte d'eau, mais il y a 66 millions de gouttes d'eau, Voilà. ou plutôt 8 milliards de gouttes d'eau maintenant. Et c'est juste pouvoir même en parler, et c'est déjà un effort de fait, et ça... Ouais. Et la preuve qu'on essaye de bien faire. Ouais, non, je suis d'accord. Et donc le gouvernement, tu seras d'avis de dire qu'il en fait suffisamment, pas assez, qu'il y a de l'intention, ou un dernier mot là-dessus peut-être? Je pense qu'il y a de l'intention, c'est sûr. C'est sûr, personne n'est insensible à la question. C'est sûr qu'il manque des choses à faire. D'accord. Tant qu'il s'améliore, on va dire, c'est le minimum d'un côté. Ouais, oui. Malheureusement, la justice nous a prouvé que oui. C'était le minimum. Oui, non, mais voilà, mais c'est essayer de réaliser, d'atteindre nos ambitions en matière d'écologie, d'environnement et de lutte pour le climat. Ok. Écoute, ce sera le mot de la fin. J'ajouterai juste que je trouve que nos collectivités locales, donc les municipalités, les régions, etc., ont des projets vachement chouettes qui font du bien à l'environnement. Voilà, ce sera le mot de la fin.
Est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce Oui. que tu as pensé de notre petite discussion? C'était Voilà. vraiment sympa de pouvoir en parler. Après, je suis désolé si j'ai pu faire quelques inepties par moment. Ah, c'est pas très grave, on dit tous des bêtises, on essaiera de. Même moi, je dis des bêtises. Je me suis rendu compte après coup Si que jamais, sur l'épisode 2, j'avais dit des bêtises, donc. Écrivez en commentaire s'il y a des bêtises. Voilà. Exactement. Ah, il fait mon travail, c'est beau ça. Non, mais Ok. oui. Non, mais c'était bien, j'aime bien le fait justement de pouvoir parler d'un sujet. C'est intéressant. Ouais, après notre sujet était peut-être un peu vaste et On on s'est a un peu perdu, je pense, mais après. Voilà, on c'est s'est un pas- peu perdu, mais allez, c'est pas très grave, on rattrapera le coche dans un prochain épisode. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Exactement. Bah, c'est la magie de la discussion, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme au bar, hein. Tu commences à parler d'un sujet A, t'arrives au sujet B, mais en passant par C et D, et puis ça y est, c'est fini. Exactement. Ok. Eh ben écoute, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, et puis De même. je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la vie publique, à follow la vie publique sur Twitter, parce que on a un compte Twitter malgré, je vais dire, la shitstorm qui se déroule actuellement sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas à follow pour avoir éventuellement une petite notification qui vous dit quand un nouvel épisode sort. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.